Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder les optimisations fiscales possibles dans le cadre d'une acquisition immobilière. Chef d'entreprise, acquisition immobilière, quels sont les avantages fiscaux ? Bonjour Monsieur Labéjoff. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. C'est pour la deuxième fois que vous participez à notre émission. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Oui, la première fois fut un agréable moment, alors pourquoi pas une deuxième fois et non pas une seconde fois. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes ? Alors, je suis avocat en droit immobilier et droit des affaires. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je m'occupe en matière de conseil ou contentieux dans le traitement des dossiers qui a trait à l'immobilier, puis spécifiquement au montage d'optimisation fiscale, de gestion patrimoniale ou de contentieux classique de l'immobilier. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la défiscalisation immobilière et puis quels sont les principaux dispositifs qu'il existe pour réaliser cette défiscalisation? Alors, on ne pourra pas entrer dans le détail, puisque l'émission est très courte, mais si vous pouvez déjà, dans les grandes lignes, nous éclairer sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que la défiscalisation immobilière ? Contrairement à ce que les personnes pensent, c'est pas je fais un investissement pour échapper à l'impôt. Au contraire, on va utiliser l'argent que vous auriez dû normalement payer en termes d'impôt, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, pour que cet impôt soit utilisé non pas à payer, entre guillemets, l'État, mais utilisé dans votre projet immobilier. Et ainsi, quand par exemple vous donnez au promoteur 100 pour réaliser la construction, vous allez toujours avoir 100 qui sortent de votre poche, mais comme hors défiscalisation, vous aurez eu 100 pour le promoteur, 30 par exemple pour l'État, donc 130 en tout. Là, on va faire en sorte que vous n'ayez pas 30 pour l'État, on va prendre les 30 de l'État pour donner au promoteur. Donc ça veut dire que le promoteur a toujours 100 et dans votre poche, au lieu d'avoir moins 130, vous n'aurez que moins 100. C'est ça la défiscalisation, c'est l'utilisation de l'impôt que je dois normalement payer pour le mettre dans le projet que je souhaite réaliser. Alors, pouvez-vous nous indiquer comment un chef d'entreprise va-t-il s'y prendre, en fait, pour réaliser cette défiscalisation ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit connaître ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, pour réaliser la défiscalisation, d'abord, il faut qu'il aille sur le projet qu'il souhaite réaliser. Ensuite, une fois qu'il a son projet, il va aller regarder ce qu'on appelle des niches fiscales, c'est-à-dire là où l'État va vouloir répondre à un manque qu'il ne peut pas assurer, comme des logements pour des personnes à revenus modérés. Dans ces cas-là, il va regarder quel taux et quelles conditions qu'il pourra bénéficier pour payer moins d'impôts et mettre justement cet argent dans le promoteur et non pas donner à l'État. Si je comprends bien, pour réaliser une défiscalisation, il faut choisir quand même une entité juridique dans laquelle ceci est possible de le faire. Alors, entité d'une manière globale, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre défiscalisation en personne physique comme vous pouvez le faire au travers d'une société. Pourquoi souvent on fait au travers d'une société ? Parce que qui dit défiscalisation immobilière dit achat immobilier. Et pour éviter notamment, alors pour deux raisons. La première, c'est parce que qui dit achat immobilier dit prêt bancaire. Donc pour éviter d'impacter votre capacité d'emprunt, ça va vous permettre d'aller sur des sociétés puisque le code de la consommation ne s'applique pas pour les sociétés. Et la seconde raison, c'est que la défiscalisation, il y a aussi défiscalisation comme on en parle au moment du projet, de l'achat. Mais il y a aussi le fait que je vais anticiper l'éventuelle succession. Et l'avantage d'une société, c'est qu'on pourra plus facilement léguer des parts à ses enfants, à son frère, à son épouse, à son partenaire, etc. Donc, il vaut mieux faire en société, notamment quand nous sommes à plusieurs. D'accord. Alors, la question qui vient après, c'est de savoir si en réalité, on peut réaliser tout seul une défiscalisation. À la question, oui, on peut réaliser. Bien sûr, plus le projet sera important, plus on va regarder votre capacité financière. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de la défiscalisation pour faire de la défiscalisation. On fait de la défiscalisation immobilière quand on a envie déjà de faire de l'immobilier.
Si on a envie de faire de l'immobilier avec sa meilleure amie, son associé, son partenaire de vie, là, on fera cette société et la défiscalisation va aider au projet. Mais il ne faut pas se dire, tiens, que le but final, c'est la défiscalisation. Car d'abord, l'immobilier, il faut le faire par passion, parce qu'on en a envie. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence qu'il peut y avoir entre choisir une SCI ou une SARL de famille pour pouvoir faire son achat immobilier en défiscalisation? Avant de faire la distinction, il faut d'abord savoir c'est quoi une SARL de famille. La SARL de famille, donc c'est une société à responsabilité limitée, classique. La seule chose, c'est qu'il y a un article du Code général des impôts qui vous permettra de bénéficier de ce qu'on appelle du régime des sociétés de personnes, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu. Donc, la SARL, au lieu de payer l'impôt sur les sociétés, elle va faire une déclaration fiscale annuelle et ce seront les associés à proportion dans leur part. Par exemple, si l'associé a 40%, l'associé va déclarer 40% du bénéfice de cette société au titre de ses revenus propres. Donc, si le bénéfice est à 100, il va déclarer qu'il a obtenu 40 € via qu'il perçoit ou pas cet argent. C'est-à-dire que même si vous laissez cet argent dans la SARL de famille, il doit quand même le déclarer. Du coup, l'associé, quand la SARL de famille va déclarer un bénéfice de 100 et que l'associé, il a 40% d'épargne, il devra déclarer sur ses revenus propres à peu près 40% de la somme. Qu'il touche ou pas réellement cet argent. Dès l'instant qu'il y a un bénéfice, il doit déclarer sur ses revenus propres. Donc ça, c'est la distinction entre une SARL de famille et la SCI. La SCI peut avoir ce régime, mais peut aussi être une SCI à l'IS. D'abord, la SARL de famille ne se fera que lorsque vous exploitez ce qu'on appelle une activité commerciale. Je vais prendre un exemple. Je loue un bien nu, donc pour faire un bail commercial, pour des logements professionnels. Je loue pour, comme on parle, de défiscalisation pour faire du Pinel outre-mer, c'est-à-dire je loue à des personnes à revenus modérés pour de l'habitation. Dans ces cas-là, je ne pourrais pas le faire en SARL de famille puisque fiscalement, cette activité n'est pas considérée comme une activité commerciale. Il faudra que je fasse du logement meublé, puisque le logement meublé est considéré fiscalement comme une activité commerciale et non pas une activité civile. Du coup, la SARL de famille, je pourrais, par le biais d'une SARL de famille, louer le bien en location meublée, donc location saisonnière ou meublée à l'année. La SCI, par contre, si je fais du Pinel, donc la loi Pinel, on va en parler tout à l'heure. Oui. Donc si je fais du Pinel, si je fais de logement longue durée, si je fais du déficit foncier, je pourrais le faire en SCI. Et dans ces cas-là, il faudra que je choisisse ce qu'on appelle la SCI à l'IR. Donc la SCI, comme pour la SARL de famille, va faire son bilan. Et l'associé à proportion de ses parts devra déclarer. Par contre, je pourrais aussi, la SCI, opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire justement quand je fais de la location meublée où là je suis quasiment automatiquement obligé, alors il y a une nuance mais on ne va pas l'évoquer, je suis quasiment obligé d'être imposé à l'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, si l'associé a 40% des parts et qu'il a un bénéfice de 100, il n'a pas l'obligation de déclarer sur son patrimoine, enfin sur sa déclaration, il va déclarer uniquement ce qui sera versé sous forme de dividendes. Alors, pour reprendre la question, entre SCI et SARL, SCI, c'est aussi une facilité administrative de gestion plus aisée que les SARL, parce qu'une SARL, il y a une tenue de comptabilité obligatoire, on est quasiment obligé de recourir à un expert comptable, tandis que la SCI, juste plus-moins, on va dire, tableur Excel, je plaisante, mais il n'y a pas une véritable obligation de déposer votre comptabilité au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Très bien. Alors, maintenant qu'on a vu dans quelle forme on pouvait réaliser ces opérations, pouvez-vous nous dire, alors là encore, on ne pourra pas rentrer forcément dans tous les détails, mais au moins nous dire les principaux dispositifs de défiscalisation qui s'appliquent? Alors, il y a effectivement beaucoup de dispositifs. Je vais les étayer, mais rester sur les principaux. Vous avez ce qu'on appelle le déficit foncier. Donc, le déficit foncier, c'est quand vous louez un logement ou un local professionnel d'une durée supérieure à 3 ans. Donc, vous prenez l'engagement de louer à plus de 3 ans un logement nu. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez un loyer. Alors, pour être simple, on va dire 1 000 euros par mois. Vous avez un loyer, donc vous bénéficiez d'un loyer de 12 000 euros. Sur ce loyer, donc revenu foncier, 12 000. Et vous avez des travaux d'amélioration ou d'entretien. Pas des travaux de construction. C'est la nuance. Vous avez des travaux donc d'entretien. Là, par exemple, le carrelage est fissuré, la peinture cloque, le mobilier de la cuisine est à changer. Donc, on va dire que vous avez en travaux 30 000 euros. Qu'est-ce que l'État vous dit? Imaginons que vous commencez le 1er janvier. Il vous dit qu'à la fin de l'année, vous aurez un déficit. 12 000 encaissés, 30 000 de travaux payés. Mais l'État vous accorde, dans la limite de 10 700 euros par an, vous accorde de pouvoir imputer sur votre revenu brut global. Alors, il faut, pour le coup, en matière de fiscalisation, distinguer une réduction et un crédit d'impôt. Là, vous aurez une réduction sur le revenu brut global. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre revenu, votre déclaration, l'ensemble de tous les revenus que vous avez touchés, vous enlevez 10 700 euros à ce moment-là. Et non pas 10 700 au moment du montant de l'impôt à payer. C'est la nuance. Donc, si vous êtes sur une tranche moyenne d'imposition à 30% ou à 41%, classiquement, c'est ceux qui font la défiscalisation sont sur ces tranches-là, à 30%, vous avez quasiment l'équivalent de 3 000 euros d'impôts payés en moins. Tout à fait. Donc ça, c'est possible quand on choisit une structure qui a l'impôt sur le revenu. Exactement. Donc, soit vous êtes en nom propre, soit vous êtes en SCI, par exemple, à l'IR. Maintenant, vous avez donc, outre le déficit foncier, vous avez un dispositif encore plus renforcé, ce qu'on appelle le dispositif Malraux. Là, c'est pour les monuments historiques. Je ne vais pas m'attarder, puisqu'il y a très peu de monuments historiques en Martinique éligibles à ce dispositif, mais ça vous permet d'avoir des pourcentages de travaux beaucoup plus importants. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Pinel, qu'on entend souvent parler. Donc, le Pinel, c'est quoi? C'est que vous allez construire dans le neuf ou vous allez rénover avec un montant de travaux très important, plus de 25% de votre coût d'acquisition, dans la limite de 300 000 euros. Alors, il y a deux plafonds. Première limite, 300 000 euros de coût d'acquisition. Seconde limite, 5 500 euros du mètre carré. Bon, en Martinique, on n'est pas à 5 500 euros du mètre carré. Donc, si vous faites une acquisition à 300 000 euros, vous pourrez déduire, donc chaque année, ça va déduire, donc 2022, 2023, 2024, les plafonds diminuent. En 2022, on pouvait déduire sur 12 ans, 32%. Et maintenant, on est passé à 29% pour les investissements faits en 2023. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez pour 100 000, vous pouvez enlever, si vous l'avez acheté l'année dernière, on va dire cette année, vous l'achetez cette année, c'est livré cette année, vous pourrez enlever sur une période de 12 ans l'équivalent de 29 000 euros d'impôts à payer. Donc là, c'est le dispositif Pinel. Vous avez aussi donc, des dispositifs un peu plus importants, ce qu'on appelle tout à l'heure le CIOP, Crédit d'investissement outre-mer productif. Donc là, c'est un crédit d'impôt qui a été offert pour la plupart des entreprises qui investissent, donc pas uniquement dans l'immobilier, mais pour l'immobilier para-hôtelier, mais uniquement para-hôtelier. Vous faites de l'immobilier classique, logement de location de logement, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça soit du para-hôtelier, donc location saisonnière à visée touristique avec services proposés. Alors, dans les services proposés, il y a quoi par exemple? Il y a une conciergerie, c'est-à-dire petit déjeuner, changement de la literie, avec vraiment paiement d'une conciergerie, ou si vous avez vous-même un salarié, il ne faut pas le faire soi-même, parce que l'idée du CIOP, c'est le P de productif, vous devez produire de l'activité, produire de l'emploi. Et c'est pour ça que notamment, il y a beaucoup de gens qui, pardonnez-moi l'expression, se font avoir, et qui pensent faire un programme CIOP, et en cas de contrôle fiscal, parce qu'ils n'ont pas mis en place les différentes structures nécessaires au crédit d'impôt. Parce qu'on parle quand même de crédit d'impôt de 35%, quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, de 35% du coût d'acquisition sera inclus sur le périmètre de l'emprise de la construction. Oui, ou alors, 38% quand vous êtes à l'impôt sur le revenu. Oui, alors 35 ou 38, mais on est bien d'accord qu'il s'agit d'un impôt qui s'impute à quel niveau? Alors là, c'est l'impôt que vous avez à payer. Et quand on dit crédit d'impôt, c'est la nuance avec la réduction. C'est que le crédit d'impôt, quand vous avez effacé l'impôt à payer,
ben, c'est un crédit, donc l'État doit vous donner le manque, la différence. Donc si votre crédit d'impôt, c'est par exemple 35 000 euros et que vous n'avez que 12 000 euros d'impôt à payer, eh ben, l'État vous fait le chèque supplémentaire et vous rembourse la part que vous auriez dû recevoir. Au niveau des délais, ce remboursement peut prendre à peu près combien de temps? Alors, légalement, 6 mois après l'achèvement de la construction, mais on va dire que malheureusement, ça peut être plus long. Oui, administrativement parlant, sur le territoire martiniquais, on est à peu près en moyenne à 2 voire 3 ans. D'accord. On a vu les lois hein, de défiscalisation ou les montages qui permettent de faire ces défiscalisations. Hein, oui. On a vu les différents dispositifs et le déficit, hein, puisque créer un déficit aussi, c'est une forme d'économie d'impôt. Mais est-ce qu'il existe d'autres moyens de pouvoir aboutir à des opérations immobilières avantageuses? Alors oui, là on va pas parler vraiment de défiscalisation, mais plus d'optimisation fiscale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État va mettre en place un peu ce qu'il fait pour les entreprises, des porteurs de projets, va mettre en place ce qu'on appelle les abattements. Et il y a notamment quand on fait de la location meublée, où les personnes ont déjà dû entendre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Pourquoi je me suis arrêté sur le nom? Parce que c'est la seule distinction. Il y a le LMNP et le LMP. Donc le loueur meublé non professionnel, c'est quoi le dispositif? Il est assez similaire à ceux qui font de la création d'entreprise. Par exemple, quand vous ouvrez votre boutique, c'est que là, l'État va considérer que va vous faciliter administrativement votre gestion immobilière. Comment? En déclarant qu'effectivement, vous avez des charges. Et pour le régime LMNP, vous aurez 50% d'abattement. C'est-à-dire quoi? Vous avez 100 euros de revenus annuels. L'État va considérer que sur les 100 euros, vous avez 50 euros de dépenses. Pas besoin de garder la facture EDF, le ticket de la clim, le ticket du restaurant. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Montant des revenus, on applique 50%. Lorsque vous louez en plus à visée touristique, donc quand vous avez classé votre bien immobilier, notamment par le biais du comité martiniquais du tourisme, qui lui applique tout simplement le code du tourisme, parce qu'effectivement, il y a un code du tourisme. Dans ces cas-là, votre bien va être classé par rapport au niveau touristique, et vous pourrez aller à un abattement jusqu'à 71%. Or, on sait que lorsqu'on fait de l'immobilier, notamment location saisonnière, on a rarement 71% de dépenses par rapport au loyer obtenu. Donc là, effectivement, l'État va vous dire que quand vous gagnez 100, vous avez 71 euros de dépenses. Et donc la base taxable qui va permettre de calculer votre impôt sera de 100 moins 71, donc de 29 euros. 29 euros, là, selon votre tranche moyenne d'imposition, vous allez payer votre impôt. Du coup, on voit tout de suite que sur les revenus encaissés, vous allez payer très peu d'impôts. Quasiment l'équivalent de 15% si on est à une tranche moyenne de 30%. Et vous avez, donc là, la différence entre LMNP et LMP, c'est que vous passez automatiquement en loueur meublé professionnel sur 2 conditions. La première, c'est qu'il faut que les revenus tirés de la location saisonnière, donc location meublée classique, donc tous les revenus soient supérieurs à 23 000 euros. Et seconde condition, il faut que les revenus soient supérieurs à l'ensemble de vos revenus, salaire, logement non meublé, donc soit supérieur à l'ensemble de ces revenus-là. Si vous avez des revenus de titres ou autres, vous devez, par exemple, j'ai 50 000 euros de salaire, j'ai 10 000 euros de revenus fonciers, logement, bail d'habitation. On a 50 000 euros de salaire annuel, bien sûr, 50 000 euros de salaire annuel. On a 10 000 euros de revenus fonciers, exemple bail d'habitation. Et la location saisonnière, parce qu'on a une belle villa au diamant à 5 000 euros la semaine, on est à 90 000 euros. Du coup, là, si on n'est pas passé en société, on va passer automatiquement sur le régime du loueur meublé professionnel parce qu'on sera supérieur à 20 000 et supérieur à 60 000 euros, 50 plus 10 de traitement et de logement non meublé. Tout à fait. Et ça, en fait, on peut utiliser donc les formes dont on a évoqué précédemment. Oui, alors, on peut le faire notamment en SARL de famille. Pourquoi ? Parce que dans la SARL de famille, justement, l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous êtes sur une activité fiscalement considérée comme une activité commerciale.
Et pourquoi SARL de famille? Parce que comme les associés sont, donc la SARL est dite à l'IR, donc ne paye pas d'impôt sur les sociétés, ce sont les associés à proportion de leur part qui, eux, vont se déclarer en loi meublée non professionnelle. Et du coup, à proportion de leur part. Donc ça vous permet de cumuler deux dispositifs. Le régime classique des SARL avec l'amortissement, notamment comptable, et ça va vous permettre de bénéficier sur les revenus que vous devez déclarer en fonction de vos parts, le dispositif LMNP. Donc vous allez payer encore moins d'impôts. Ces dispositifs, est-ce que pour leur mise en place, il faut avoir un budget? Est-ce que ça coûte quelque chose à quelqu'un ou un chef d'entreprise qui souhaite mener cette aventure dans la défiscalisation, ou en tout cas dans les avantages liés à l'immobilier? Alors, ça lui coûte, oui et non. L'idée, c'est que le chef d'entreprise, d'abord, s'il est chef d'entreprise, c'est qu'il a un commerce à gérer. S'il a un commerce à gérer, il a peut-être, pardonnez-moi l'expression, d'autres chats à fouetter que de s'occuper du juridique ou du comptable ou du fiscal. Que doit faire le chef d'entreprise pour la défiscalisation immobilière? Donc, il doit se rapprocher d'un conseiller juridique, puisque malheureusement, Google est mon ami, ne va pas lui permettre de bien détailler tout ce qu'il y a à détailler. Et surtout, outre ce que je viens de dire, on va essayer de le suivre. S'il veut faire de la location nue, parce que, je prends l'exemple, il a des amis qui lui disent c'est un bon placement, et parce qu'il a déjà un bien immobilier dans tel secteur, qu'on ne peut pas faire tout à fait de la location saisonnière parce qu'on n'est pas près d'une plage, il n'y a pas de vue mer, etc. Pas très attractif. Donc du coup, il va faire de la location nue. Il va vouloir se lancer aussi dans la location de villas type location saisonnière. Donc selon ce qu'il souhaitera faire, on va faire un système de montage immobilier, notamment par le biais d'une holding, où on pourra aussi cumuler avec sa propre activité commerciale. Les chefs d'entreprise, il a une société commerciale qui, par exemple, il est dans la vente de produits. Du coup, il voudra peut-être prendre des fois les fonds pour les réinjecter dans le montage immobilier, sans pour autant d'abord mettre dans sa poche, donc payer les impôts pour mettre l'argent dans sa poche, pour ensuite ressortir et mettre dans la société immobilière. On pourra, par le biais d'une holding, avec des flux de trésorerie, éviter de payer trop d'impôts. Donc, il faudra qu'il se rapproche d'un conseil juridique pour lui expliquer tout ça et pour mettre en place. Et effectivement, la partie expert comptable pour tout ce qui est chiffres, parce qu'il faudra faire des bilans. Et le coût, alors le coût, c'est la question que tout le monde se pose. Combien ça va me coûter, ça? Alors, pourquoi j'ai dit que... Alors, le coût, ça va coûter, mais oui et non. Pourquoi? Parce que le but, quand on fait un projet immobilier, c'est d'optimiser. Alors, c'est sûr que si on va voir un conseil juridique qui va vous prendre, je dis un chiffre au hasard, 3 000 € pour mettre tout ce montage, et que l'avantage fiscal n'est que de 2 000 €, vous allez me dire... je gagne pas. Mais par contre, si vous allez voir et que la personne déjà va chercher 35% d'un projet à 400 000 € pour vous, que la personne cumule des fonds autres, des subventions ou autres, et vous permet de payer moins d'impôts, là vous allez dire que le coût financier, qui est en règle générale aussi entre 1 500 et 3 500 € selon les montages, là ça va se dissiper. Donc toujours se dire, je vais voir un conseil, mais le conseil que effectivement je vais payer à l'instant T, va me permettre de dégager, enfin, de diminuer mon impôt. Et cette diminution va être calculée dès le début, puisqu'on ne va pas aller au bonheur la chance. On va expliquer sous forme de calcul, en fonction de son projet, combien il pourra déduire. Alors, c'est bien sûr, il reste sur le prévisionnel fixé de départ. C'est sûr que s'il nous dit que le coût de construction, c'est 100 000, ou le coût de travaux 100 000 et qu'au final il fait que 50 000, je prends l'exemple du déficit foncier, on pourra déduire à peu près sur 5 années 10 700. C'est pas la même chose quand on lui dit que sur 10 ans il pourra aller au-delà. L'émission arrive à sa fin et j'ai pour habitude, comme vous le savez, de poser toujours cette question à la fin. Pouvez-vous nous dire quels conseils que vous pouvez donner aux chefs d'entreprise qui souhaitent réaliser des investissements immobiliers tout en bénéficiant des avantages fiscaux? Quel conseil donner aux chefs d'entreprise? D'abord, d'aller voir un conseiller juridique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conseiller va se demander le mode de vie du chef d'entreprise. Est-ce que, oui ou non, il va vouloir percevoir les revenus tirés de la location immobilière? Ou sinon, s'il a déjà des revenus assez conséquents pour pouvoir vivre, parce qu'il gagne très bien sa vie, on ne va pas lui rajouter des revenus, donc on ne va pas choisir cette structure, par exemple une SCI à l'IR. Donc, il faut aller voir un conseiller juridique pour déterminer le projet. En même temps, outre le conseiller, bien entendu, il faut que le chef d'entreprise
choisissent réellement le type de location immobilière qui va le passionner. Pourquoi le passionner? Je vais vous prendre l'exemple d'une villa. On parlait de la location meublée. Une villa à construire, il faut compter à peu près 2 ans. 1 an avec votre architecte pour déjà concevoir et déposer le permis et 1 an de travaux. Et croyez-moi que cette année de travaux que vous allez réaliser, ça va vous donner mal à la tête. L'entrepreneur qui vous a promis de livrer en septembre va aller jusqu'à novembre. L'entrepreneur qui vous a dit qu'il venait mais qui ne vient pas, en même temps, votre crédit, il y a une deadline. Du coup, ça va peut-être pas vous passionner. Même chose, vous allez faire des travaux, même dans un simple appartement, ça va vous donner mal à la tête. Il faudra aller dans des grands magasins, choisir le carrelage, etc. Vous n'allez peut-être pas vouloir faire ça. Donc la défiscalisation immobilière, comme j'ai dit, c'est pour profiter de l'impôt que vous allez payer à l'État pour le mettre dans votre projet immobilier. Et si déjà vous n'aimez pas l'immobilier, oubliez, il y a d'autres programmes de défiscalisation où vous pourrez diminuer votre impôt. Mais par contre, si vous aimez l'immobilier, ou en tout cas à minima ça peut vous passionner, faites-le et allez voir un conseiller comme on va voir un courtier ou un banquier pour avoir le meilleur taux possible. Allez voir le conseiller pour avoir votre meilleure optimisation fiscale en immobilier que possible. Merci, Monsieur Labéjoff. Je vous remercie pour toutes ces explications. J'espère que j'étais assez clair. Oui, très clair. Ah, merci. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation et puis, comme on vous avait dit, peut-être à la 3e alors. Peut-être à la 3e, voire à la 5e. Voilà. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.